Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bonsoir, Christian Page. Salut, Yannick. La guerre des mondes. Ah oui, écoute, c'est excitant parce que quand on y pense, on est pratiquement 80 ans jour pour jour, parce que c'était le 30 octobre 1938, donc on est 80 ans pratiquement jour pour jour, après cette célèbre émission d'Orson Welles qui va transformer en fait l'image médiatique de la radio. Et encore aujourd'hui, on en parle parce que ça a été marqué. C'est un événement marqué d'une pierre blanche. Je me rappelle, écoute, dans les cours en communication à l'université, l'émission d'Orson Welles était un incontournable. Oui. Donc, on nous faisait entendre, on fermait les lumières dans la classe, on nous faisait entendre Orson Welles avec cette voix radiophonique où il décrit au début comment les Martiens nous observaient. Et cette émission, on va le voir tout au long de notre émission de ce soir, pourquoi le théâtre radiophonique d'Orson Welles a joué le rôle qu'il a joué. Et on va voir là-dedans l'apparition de la fake news et de la fake news dans la fake news. Donc, c'est là que ça a commencé. Et non avec Donald Trump. Non, exact. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que la fake news existe. Et l'affaire l'émission d'Orson Welles, en fait, a donné naissance à 2 fake news importantes, dont une légende urbaine qu'on continue d'entretenir aujourd'hui. Écoute, moi, je trouve ça très excitant qu'on fasse une émission pour se remémorer cet événement-là inoubliable qui était l'émission d'Orson Welles. Grosso modo, pour les gens qui n'ont jamais eu la chance d'écouter cette émission-là, donc La guerre des mondes de Orson Welles, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'on en parle aujourd'hui? Ben écoute, on est le 30 octobre 1938. Il y a à ce moment-là 2 émissions de radio qui sont concurrentes. La première, la plus importante, est le Chase and Sanborn Hour. C'est une émission de variété qui est présentée au réseau NBC. Et la deuxième émission, mais qui est loin derrière, c'est ce théâtre radiophonique présenté tous les dimanches soirs à 20h, animé par le jeune Orson Welles. Il faut se rappeler que le Orson Welles qui va animer cette émission de radio, il n'a à ce moment-là que 23 ans. Et il est au sommet de son génie. Et l'idée de Orson Welles, donc, c'est de faire une adaptation radiophonique du roman de H.G. Wells, publié en 1898. D'ailleurs, l'un des tout premiers romans de science-fiction à H.G. Wells, Herbert George Wells. D'ailleurs, aucun lien de parenté avec le Orson Welles. C'est 2 homonymes, mais même l'orthographe est différente. Et H.G. Wells, Herbert George Wells, c'est un auteur de science-fiction. Il a écrit La guerre des mondes, bien sûr, mais il est également l'auteur de The Time Machine, la machine à explorer le temps. Donc, il est vraiment le pionnier de ce style d'anticipation de science-fiction. Et son roman, La guerre des mondes, donc, comme je l'ai mentionné, publié en 1898, est présenté sous une forme narrative. C'est l'auteur, en fait, qui raconte cet événement, cette invasion par des Martiens. Ça se passe dans la région ça se passe en Angleterre, et le point final des Martiens, la dernière conquête des Martiens sera la ville de Londres. Et donc, comme c'est une trame, c'est d'ailleurs le tout premier roman qui raconte une histoire apocalyptique où des Martiens vont détruire le monde, des extraterrestres vont détruire le monde. Et c'est donc ce roman de Wells que Orson Welles va adapter pour son théâtre radiophonique qui, comme je l'ai mentionné, est présenté les dimanches. Et précédemment, il a présenté d'autres pièces. Il a présenté notamment Dracula de Bram Stoker, dont on a parlé il y a quelques semaines lors de notre émission sur les vampires. Et là, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui va se passer. Alors que l'émission est en cours, elle a déjà quelques minutes.
il faut savoir que l'autre émission, l'émission la plus écoutée, ce Chase and Sanborn Hour, elle aussi, on a présenté les animateurs ont présenté l'introduction, il y a un numéro de variété, et voilà que à 20h08, donc 8 minutes après le début de l'émission, on présente un numéro de chanteur d'opérette. Et à ce moment-là, un certain Nelson Eddy. Et à ce moment-là, on raconte, ou on suppose qu'il y a à peu près 2 millions d'auditeurs du Chase and Sanborn Hour qui vont changer de poste. Ils vont zapper, comme on dit par chez nous. Et en zappant, ils vont tomber sur l'émission de Wells, qui est présentée à la NBC. Et là, écoute, on pourra en reparler, mais à ce moment-là, ils vont rester scotchés à la station. Et pendant un moment, ils vont réellement croire que le monde est envahi par des Martiens. Et la conséquence de ça sera tout à fait remarquable. Wells, le lendemain, sera interpellé par les médias justement à cause de cette espèce de panique qu'il aurait déclenchée. Et à ce moment-là, on comprend le rôle important de la radio dans la transmission de l'information et aussi dans le divertissement. Et à ce moment-là, il y a une guerre, en fait, un bras de fer qui se joue entre les journaux et la radio. Et l'affaire de Wells tombe exactement dans ce débat-là. Donc, qui va remporter la palme pour la qualité de l'information radio ou la presse écrite? Et quand on aura l'occasion de revenir sur tous ces éléments-là, mais à partir de l'émission de Wells, on peut dire que dans l'histoire de la radio, il y a eu la radio avant Orson Welles et il y a eu la radio après Orson Welles. Et écoute, durant la soirée, on va s'entretenir avec le professeur André Caron, un spécialiste des communications à l'Université de Montréal, qui va justement nous raconter quel a été l'impact de cette émission sur les gens de l'époque, mais pourquoi encore aujourd'hui on peut évaluer l'impact de l'émission d'Orson Welles. Et tu vas voir que cette émission-là, même si elle a été diffusée il y a 80 ans, cette émission-là n'est pas très loin de l'actualité auquel on fait face chaque semaine avec les médias, les fake news et la multiplication des sources d'information. Dans nos actualités du jour, tu parles de Québec et on se demande, est-ce que Québec pourrait être la nouvelle Atlantide? Oui, je sais pas ce que le maire Labombe a prévu pour ça. Une autre passerelle peut-être pour les ornithologues. Et c'est un agaceux, hein? Ouais. Écoute, ce sont des chiffres, ça peut paraître étrange parce que cette histoire-là de est-ce que Québec pourrait devenir la nouvelle Atlantide, c'est ce qui ressort en fait de la dernière conférence sur le climat qui s'est tenue, qui regroupait des experts internationaux et qui s'est tenue il y a quelques jours en Corée du Sud, à Incheon en Corée du Sud, et on a parlé particulièrement du réchauffement de la planète. Et ce qui ressort de cette conversation, c'est que d'ici l'an 2030, les scientifiques sont d'avis que le réchauffement de la planète, qui à moins d'être dans le clan de Donald Trump, est bel et bien une réalité. Et les scientifiques disent d'ici 2030, la température moyenne devrait avoir augmenté d'1 demi-degré. On dira qu'un demi-degré, c'est peu, mais somme toute, quand on regarde à quelle rapidité les pôles, les neiges des pôles et les glaciers fondent, c'est vrai que c'est très alarmant. Mais là où Québec devient un peu un pivot central dans ce débat-là, c'est que les scientifiques estiment que d'ici l'an 2100, donc il nous reste encore quand même un petit 82 ans devant nous, là, d'ici 2100, la température devrait avoir augmenté si le rythme se maintient. Et en fait, on est plutôt pessimiste parce que si les Américains continue de refuser de signer les accords de Paris, tout ça, et comme c'est la tendance, il est possible que le réchauffement climatique soit encore plus prononcé, mais uniquement en considérant une température de 1,5 degré. La fonte des glaces serait si importante qu'on verrait à ce moment-là les eaux du fleuve Saint-Laurent se gonfler, et ce serait une véritable catastrophe pour plusieurs villes riveraines, incluant Québec. Évidemment, tu comprendras que quand on parle de Québec, on parle de la base ville, là, Saint-Roch, Limoilou et autres. Tous ces quartiers-là seraient inondés. On parle d'un événement qui pourrait se produire d'ici l'an 2100, là encore, je le répète. Donc, on faut pas sortir tout de suite ces gilets de sauvetage demain matin, là. Ouais, puis toi et moi, on sera pas là.
Non, on sera pas là, c'est vrai. Mais donc, d'ici l'an 2100, donc les quartiers de la basse-ville, Limoilou, Saint-Roch, seraient complètement inondés. Et dans une version, un scénario encore plus pessimiste, on imagine que les eaux pourraient même se répandre jusqu'à Trois-Rivières. Donc, tu vois un peu toute cette surface qui serait à ce moment-là couverte par les eaux. Et tout ça uniquement à cause d'un réchauffement de la planète d'un simple 1,5 degré. Donc, c'est très alarmiste. On a basé ces chiffres-là sur des données qui ont été transmises par l'ONU, par d'autres organisations qui sont de surveillance des climats. Et rien ne présente, il n'y a rien qui permet de croire que le scénario pourrait s'améliorer en fonction de ce qui actuellement se fait au niveau du contrôle des gaz à effet de serre. Je tiens quand même à te mentionner, Yannick, que ce scénario très pessimiste. En fait, c'est souvent des scénarios catastrophiques, là. Oui, absolument. Et ce scénario, disons, catastrophique, tu le mentionnes, vient un peu en contradiction avec un autre scénario qui avait été présenté en juillet 2016. Donc, on n'est pas très loin par une autre organisation de recherche sur les climats, une organisation qui s'appelait l'organisation Ouranos, qui, elle, considérait que ce serait plutôt l'inverse qui se produirait. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement de la planète, les berges du fleuve Saint-Laurent seraient asséchées et à ce moment-là, tout l'écosystème riverain pourrait en souffrir. Donc, on parle, si on se réfère à l'étude d'Ouranos, on parle plutôt d'un assèchement des rives du fleuve Saint-Laurent. Et si on regarde la nouvelle projection de ce groupe sur les climats qui viennent de clore leur rencontre en Corée du Sud, c'est l'inverse. C'est les rives du Saint-Laurent qui vont déborder et faire du Québec une nouvelle Atlantide. Toujours des scénarios chaotiques, mais faut dire que pour les gens de Québec, là, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais Limoilou était déjà sous l'eau il y a de ça quelques centaines d'années. Puis avec l'aménagement qu'on a fait, l'eau, elle a formé la rivière Saint-Charles, puis elle est plus revirée vers le fleuve Saint-Laurent. Mais tout ce quartier-là, Limoilou, rivière Saint-Charles, l'endroit où a été bâti le Colisée de Québec, le premier Colisée, maintenant dans le centre Vidéotron, ça, c'était de la swamp, là, c'était de l'eau qui était là à cet endroit-là. Et ça s'était retiré. Ben oui. Donc, la nature va revenir. Chasser le naturel, il revient au galop. Christian Page, est-ce que tu as déjà vu un fantôme? Oui. Oui. Étais-tu à jeun? Non. Oui. À tout le monde, j'ai vu des trucs étranges. Ouais. Bon, si on veut dire que c'est un fantôme, donc j'ai vu quelque chose d'étrange. À un moment donné, écoute, je te raconte ça. C'était, on est au début des années 1990. On se trouve à Saint-Basile-le-Grand. Et c'est assez curieux parce que les gens m'appellent, ils ont des phénomènes mystérieux qui se produisent dans leur domicile. Et c'est une maison neuve. On s'attend tout le temps que le type maison hantée, c'est une vieille maison délabrée, vieille de plusieurs siècles. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est un nouveau quartier, un nouveau développement. Et il y a un contracteur donc qui a construit un ensemble un îlot de bungalows, je dirais. Et c'était pas un ancien cimetière, là. C'était pas un truc comme ça. C'était simplement des terres qui étaient laissées comme ça. Et donc, ce promoteur achète un lot de terrain, il fait construire des bungalows. Et là, rapidement, dans cette résidence où vivent un couple et leurs enfants, il y a des manifestations étranges qui se produisent. Au début, les parents n'en font pas trop de cas. Bon, les enfants racontent qu'ils voient des gens au sous-sol, ce genre de trucs. Parfois, les parents entendent des bruits au sous-sol, mais encore une fois, on fait pas trop attention à tout ça. Et puis, à un moment donné, les parents vont me raconter que leur plus jeunes, ils ont 2 enfants, une fillette âgée de 3 ans et un petit garçon de 4 ans et demi à peu près. Et lorsque la fillette remonte du sous-sol, elle demande à ses parents, est-ce que je peux avoir une paire de ciseaux? Alors la mère de lui répondre, tu sais bien que je peux pas te donner des ciseaux, maman veut pas que tu joues avec les ciseaux. Et la fillette de répondre, oui, mais c'est pas pour moi, maman, c'est la vieille dame au sous-sol qui veut ça. Boy. Alors là, évidemment, les parents sont plus préoccupés, ils portent une attention plus soutenue à ce que racontent les enfants et aux phénomènes qui apparemment se déroulent au sous-sol. Et c'est là qu'on me demande à moi d'intervenir. Donc, j'arrive sur place et toujours avec mon approche un peu critique, j'essaie de trouver des explications à chaque chose que les enfants ont raconté. Je mets ça un peu sur le dos de les personnages imaginaires. Hein. Bon, toi-même, tu as des enfants, j'imagine que tu as vécu cette période-là où les enfants se mettent à parler tout seuls puis ils parlent avec quelqu'un qui n'existe pas. Donc, j'essaie d'attribuer tout ça à des causes excessivement simplistes. Mais les parents, eux, restent convaincus qu'il y a des manifestations étranges
étranges. Et l'une d'entre elles, elle est particulière parce que ils me disent, à un moment donné, il faut comprendre un peu que la chambre des enfants est au premier étage. Disons qu'on a 3 étages pour un peu que les auditeurs nous suivent. On a donc le sous-sol, on a un premier étage qui est au niveau du plancher, au niveau de l'extérieur, là. Et ensuite, on a un second étage où se trouve, en fait, qui est composé essentiellement d'une mezzanine où se trouve la chambre des parents. Alors, ils me racontent que pour eux, là où on peut dire que le verre a débordé, ils étaient dans leur chambre à coucher, les enfants étaient couchés depuis un certain moment. Et là, dans la cuisine, il y avait une espèce de tricycle avec des grosses roues en plastique. Peut-être que les auditeurs vont savoir de quoi je parle si je leur dis un big wheel. Ben oui. Je sais pas si tu sais de quoi on parle. Ben oui. Donc, cette espèce de tricycle avec des grosses roues en plastique, très bruyant, et qui plus est, s'il roule sur le plancher, c'est un plancher qui est fait avec des tuiles ou des trucs comme ça, c'est excessivement bruyant. Donc, les parents sont au lit. Les enfants sont couchés depuis un moment aussi. Et là, ils savent que le big wheel est dans la cuisine. Ils entendent le big wheel qui roule sur le plancher de la cuisine. Alors, les parents se lèvent, persuadés que le petit garçon est sorti de son lit, puis il s'amuse avec son big wheel. Et lorsqu'il s'approche du bord de la mezzanine et qu'il jette un coup d'œil, parce que là, on a une ouverture directe sur la cuisine en dessous, en regardant en dessous, il voit le tricycle s'immobiliser. Il n'y a personne sur le tricycle en question. Alors les parents descendent, vont voir dans la chambre des enfants. Les 2 enfants dorment à point fermé. Donc visiblement, ce ne sont pas eux qui ont fait bouger le tricycle. Alors ils m'appellent. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc moi, je suis là sur place. J'essaie de trouver des explications. Et bien sûr, l'affaire du tricycle m'agace un peu parce que difficile de trouver une explication, si ce n'est que les enfants sont sortis et ont poussé le tricycle et les parents les ont pas vus. Et alors qu'on est tous réunis à la cuisine, tout ça se passe très, très rapidement. On est réunis à la cuisine, on est 4 ou 5 personnes, et au moment où on parle, je vois apparaître, et les autres personnes qui sont là aussi le voient également, on voit apparaître une espèce de forme blanchâtre qui se tient en haut de l'escalier. Et cette forme blanchâtre, elle n'a pas des traits précis, je pourrais pas dire, on dirait une femme drapée d'un manteau, mais il n'y a pas de traits, il n'y a pas de lignes qui permettent de définir ça, c'est simplement une forme qui rappelle vaguement une femme drapée dans un manteau. Et là, cette forme descend en fait, on a un escalier qui fait un angle de 90 degrés. Et au moment où la forme descend l'escalier, lorsqu'elle arrive au point de jonction où il y a cet angle, la forme continue et entre dans le mur. Et là, écoute, tout ça a duré 10 secondes, 5 secondes, je pourrais pas te dire, mais c'est quand même très surprenant. Et on était, comme je l'ai mentionné, on était plusieurs adultes, 4-5 adultes qui étaient là. On a tous vu la même chose. Était-ce un fantôme, un revenant, je ne saurais te dire, mais ça fait 42 ans que je m'intéresse au paranormal, c'est la seule fois où j'ai vu ce qu'on pourrait qualifier de apparition. J'ai été témoin de d'autres trucs un peu bizarres, mais la seule fois où j'ai vu une apparition, c'était lors de cette investigation et pour laquelle je n'ai jamais trouvé d'explication. Éventuellement, les parents ont déménagé. Ils ont vendu la maison, ils ont déménagé et j'ai eu quelques contacts avec eux par la suite. Dans leur nouvelle résidence, il n'y a absolument rien de mystérieux qui s'est produit et la résidence qu'ils ont quittée n'a jamais été non plus le théâtre de manifestations. J'ai parlé aux nouveaux propriétaires et eux n'ont jamais vu, entendu quoi que ce soit de mystérieux. C'est comme s'il n'y avait eu que cette combinaison entre ces gens, entre ces locataires et la maison qui a entraîné ces manifestations de type surnaturel, mais pour lesquelles je n'ai jamais trouvé d'explication. Question aux auditeurs. Écrivez-moi. Quels sont ceux qui ont eu la chair de poule dans les 3-4 dernières minutes? Tu me parles de ça. Toi, quand tu me parles d'enfants et de fantômes puis de Big Will, là, c'est sûr et certain que tu viens me chercher. Là. Ah oui. Moi, j'ai jamais eu la chance d'en voir de réel. J'en ai vu quelques-uns sur la Grande Allée vers 3h30, 4h du matin. Je les entendais surtout. C'était plus proche des zombies. Après avoir tâté le pouls, c'était vraiment des êtres humains. Ouais. Non, pourquoi je te pose la question, à savoir si tu crois aux fantômes ou encore si tu en as déjà vu un. Eh ben, il y a un sondage qui est sorti chez les Américains pour ce qui est des fantômes.
Oui, écoute, et là, c'est assez surprenant. Ben bon, entendons-nous, le sondage nous dit que 60% des Américains affirment avoir vu ou avoir vécu une expérience en lien avec les fantômes. C'est quand même beaucoup, mais il faut quand même dire que le sondage était mené par une firme qui s'appelle Groupon, et Groupon est une association, en fait un groupe de marchands qui organise des activités, des soirées, des visites dans des lieux hantés, dans des cimetières. Donc, tu vois, genre, on fait du tourisme macabre, du tourisme fantastique. Donc, c'est possible que les gens qui soient abonnés à Groupon soient plus portés vers le surnaturel que la masse, que la population générale. Quoi qu'il en soit, ils ont fait leur sondage auprès de 2000 de leurs abonnés et 60% d'entre eux ont dit avoir vécu ou avoir vu un truc associé aux fantômes. Et 40% d'entre eux disent être persuadés que leurs animaux également voient des fantômes. Parce que bon, il y a des comportements animaliers qui peuvent paraître étranges. Hein? Tu regardes ton chat, puis à un moment donné, il s'arrête dans un coin, il regarde ta fenêtre alors qu'il n'y a absolument rien qui se passe. Là, tu peux te dire, ben là, il regarde n'importe quoi, ou bien il regarde un fantôme. Il faut faire attention avant de faire une interprétation de ça, parce qu'il faut se rappeler quand même que les animaux n'ont pas les mêmes sens que nous. Alors, par exemple, ton chat ne voit pas aussi bien les couleurs que toi, mais en revanche, il voit l'infrarouge. Il voit une partie de l'infrarouge que toi, tu ne vois pas. Fait que quand il regarde ta fenêtre, il voit peut-être de la chaleur qui s'échappe par ta fenêtre et qui devrait te dire que tu devrais peut-être faire appel à quelqu'un pour mieux calfeutrer tes fenêtres. Mais lui voit ça, alors que toi, tu ne le vois pas. Et comme ça peut créer une espèce de vibration dans l'air, un peu comme lorsque tu roules sur la route et qu'il fait très très chaud et tu regardes au-dessus de l'asphalte, tu vois une espèce de brouillard qui se forme. Ben il est possible que ton chat voit exactement la même chose. Donc interpréter les comportements animaliers en se disant il doit voir des fantômes, en imaginant que ton chat ou ton chien entend exactement la même chose que toi, qu'il voit la même chose que toi ou qu'il sent la même chose que toi, ça peut être une très très grosse erreur. Mais quoi qu'il en soit, pour les besoins de ce sondage, puis tu auras bien compris qu'on a fait ce sondage-là parce que c'est la proximité avec la fête de l'Halloween. Donc 60% des Américains disent avoir vu ou avoir vécu une expérience avec les fantômes, 40% d'entre eux disent être persuadés que leurs animaux domestiques voient également des fantômes. Et tout ça m'amène à te poser la question, est-ce que tu sais que l'Halloween, c'est la deuxième fête la plus fêtée après Noël au Québec? Tu me l'apprends. Je te l'apprends? Oui. Écoute, c'est la deuxième fête la plus fêtée, en fait, pratiquement partout en Amérique du Nord. Et je te cite quelques chiffres qui sont quand même assez étonnants. Ce sont des chiffres qui datent quand même de 2 ou 3 ans, mais je pense que la tendance se maintient. Hein. On regarde chaque année les gens qui décorent leur maison et la popularité que l'Halloween a chaque année. Oui. Tu sais qu'on va dépenser chaque année 1,5 milliard de bonbons à travers le Canada. Et des bonbons, les décorations et les costumes. Ça représente 1,5 milliard de dollars uniquement au Canada. Et tu seras peut-être surpris d'apprendre que au Québec, c'est l'endroit où on fête le plus l'Halloween et on dépense en moyenne 133 $ par famille pour fêter l'Halloween. Okay. Donc, c'est quand même une fête qui est excessivement populaire et la deuxième, en fait, après la fête de Noël. Tu vois, j'aurais mis, dans l'ordre, là, j'aurais mis le jour de l'an, j'aurais mis Noël, j'aurais mis la Saint-Jean, parce que tu me posais la question pour Québec, oui. Puis j'aurais mis l'Halloween en 4e. Ouais, non, c'est la deuxième fête la plus fêtée et la plus lucrative également. Donc, 6 Américains sur 10 aux États-Unis croient avoir déjà vu un fantôme. J'imagine que ça, à poser la question à travers le Canada, ce serait la même chose. Là. Ben, en fait, tu vois, moi, j'aurais un bémol à mettre là-dessus. Parce que quand on regarde dans les grands pays industrialisés, là, hein, parce que bon, il y a des choses qui sont, par exemple, les Français sont plus superstitieux que les Nord-Américains. En revanche, les Britanniques croient davantage aux fantômes que les Français. Donc, tu vois, en fonction des pays, il y a des croyances ou des superstitions qui sont plus populaires que d'autres. Mais de façon générale,
si on fait là une nomenclature, on mélange, on fait une méta-analyse, je te dirais, de toutes ces croyances-là, dans les grands pays industrialisés, on a à peu près 50% des gens qui disent croire aux phénomènes paranormaux. Donc, que ce soit en France, en Angleterre, ou aux États-Unis ou au Canada, on a en moyenne 50% des gens qui disent croire aux phénomènes paranormaux. Et là, tu auras bien compris qu'on parle la variété des phénomènes et sans limite, là. Les fantômes, les extraterrestres, le monstre du Loch Ness, bon, tout ce que tu voudras. Ils adhèrent à une ou plusieurs croyances du type surnaturel ou paranormal. Et ce qui est assez surprenant, c'est que 3 personnes sur 5 justifient sa croyance par des expériences personnelles. Donc, tu vois, si on étend cette statistique à l'échelle de la population complète, on a à peu près un 30% de gens qui disent avoir vécu une expérience paranormale. Mais entendons-nous, 30% des gens qui disent avoir vécu une expérience paranormale, ça ne veut pas nécessairement dire une expérience liée aux fantômes. Là-dedans, ça inclut les gens qui ont vécu des coïncidences mystérieuses qu'on appelle synchronicité. Ça peut être les gens qui affirment avoir vu des ovnis. Donc, la variété, là aussi, de phénomènes est très étendue. Mais on a, effectivement, là, c'est la moitié de la population qui dit croire aux phénomènes paranormaux et 30% des gens disent avoir vécu, eux, une expérience paranormale. On est quand même loin du 60% essentiellement liés aux fantômes que les Américains de la statistique qui ressort qui a été faite aux États-Unis. Ben, tu vois, tu as parlé de synchronicité. Je sais que toi, ça peut pas t'être arrivé puisque t'es né, il y avait des téléphones à cornet. Mais moi, j'ai connu les téléphones après les téléphones à cadran. Oui. Et des fois, on appelait nos amis et sans même signaler, notre ami était au bout du fil. Oui. C'était de la synchronicité, donc c'est un événement paranormal. Ben, en fait, la synchronicité, il faut faire attention, c'est une série de hasards qui font sens pour la personne qui les vit. Hein? Si tu me racontes ça, je me dis, ben oui, c'est un hasard. Le nombre de fois que tu as appelé ton ami puis qu'il était pas au bout du fil, ça se peut ça aussi. Là, ça, tu le retiens pas, mais tu retiens la fois où tu appelles puis il est au bout du fil. Donc, on retient ça. Mais c'est sûr que on prend un exemple type, tu vis dans le quartier Saint-Henri, tu regardes un album photo, tu vois une photo de ton cousin Henri que tu n'as pas vu depuis très longtemps, tu dis hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon cousin Henri. Et là finalement ce soir-là, tu décides d'aller prendre une marche sur le boulevard Henri et t'arrêtes au dépanneur chez Henri pour t'acheter une barre de chocolat au Henry et tu tombes sur ton cousin Henri. Ça fait beaucoup de Henri dans la même soirée ça. Donc pour toi, tu auras l'impression que c'est un peu comme si le ciel t'envoyait un message. Donc, une synchronicité, c'est une série de hasards, mais qui fait sens pour la personne qui les vit. Parce que c'est sûr que pour quelqu'un de l'extérieur, ce ne sont que des hasards qui se multiplient. Mais bon, dans l'univers du paranormal, ces hasards-là sont qualifiés de synchronicité. On vous invite à vous joindre à nous sur notre page Facebook. D'ailleurs, Christian met beaucoup de documents sur cette fameuse page-là et toutes les émissions, tous les podcasts de l'émission sont mis sur cette page Facebook-là. Donc, Radio X Files, simplement cliquez j'aime et vous aurez toujours l'avertissement comme quoi on met des choses sur cette page-là. Courte pause, on vient. Radio X Files. Show 66, minimum 48. This weather report comes to you from the Government Weather Bureau. We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Raquello and his orchestra. Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Campesita. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Raymond Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X.
venez d'entendre un extrait de La guerre des mondes d'Orson Welles. D'ailleurs, c'est notre sujet de la soirée. On aura l'occasion d'y revenir, mon cher Christian. Oui, absolument. Donc, on a vu déjà la première approche d'Orson Welles, c'était de présenter un spectacle de musique. Ici, c'était Ramon Rockello et son orchestre. Et c'est une espèce de musique de ballroom, une musique de soirée dansante. Et voilà qu'il y a une interruption. Et là, on disait, voilà, on apprend qu'il y a eu des explosions sur Mars. Le docteur Person dit que ça semble être des émanations de gaz brûlants et ça se dirige vers la Terre. Donc, c'est cette interruption de petits bulletins qui va créer, en fait, cet état de confusion auprès du public et qui vont les amener à croire à un moment donné que cette invasion est bien réelle. Alors, on pense, si tu le veux bien, à la chronique film, série, cinéma avec Jean-François Cloutier. Je pense que Jean-François est là. Oui, il est bien présent. Jean-François Cloutier de tvqc.com. Salut! Oui. Vous allez bien, les amis? Ça va très bien. Ça va bien. Tu nous proposes quoi ce soir? Là, l'Halloween arrive, donc j'ai une petite série qui a débuté aujourd'hui sur Netflix. Il faut se dire que Netflix est un géant et puis à tous les vendredis là, il y a genre une affaire comme 20 séries qui sortent là, tu sais, c'est fou raide là. Quand tu suis Netflix, c'est tout le temps, tous les jours il y a des nouveautés. Habituellement à la télé régulière, eh bien il va y avoir une nouveauté une fois de temps en temps. C'est la nouveauté du mois ou la nouveauté disons de la saison. Mais là Netflix c'est tout le temps là, tous les jours il y a des nouveautés pratiquement. Et puis justement aujourd'hui c'est les aventures effrayantes de Sabrina qui viennent de sortir. Ça c'est un spin-off de la série Riverdale. Un spin-off, c'est une série dérivée avec des personnages de la série Riverdale qui vont se ramasser à l'intérieur des aventures effrayantes de Sabrina, qui est la version française de Chilling Adventure of Sabrina. Et puis ça se déroule dans le monde. Puis ça c'est quelque chose de spécial des Archie, les comics Archie. Est-ce que tu vous rappelez de ça? Ben oui, bien sûr. Oui, absolument. Oui. Bon, mais Riverdale, c'est une version plus sombre qui est diffusée à DCW, mais au Canada en français, qui est diffusée sur Netflix. Eh bien, Riverdale est une version plus sombre du personnage de Archie Andrew, avec Jughead et toute la gang. Et puis, bon, ben, les aventures effrayantes de Sabrina, eh bien, c'est la version, si vous voulez, plus sombre, plus surnaturel, plus horreur de la série des années 90 qui s'appelait Les Nouvelles Aventures de Sabrina, ou Sabrina, l'apprentie sorcière. OK, ben écoute Jean-François, on a un petit bout, on a une bande-annonce, un bout de bande-annonce qu'on va la faire entendre aux éditeurs avant pour qu'on puisse un peu se mettre dans le bain. Ils vont venir te chercher, Barbara. Harvey Kinkle, la seule personne que tu vas réussir à effrayer, c'est toi-même. Je t'ai eu. Bonne nuit, Harvey. Bonne nuit, Sabrina. Dans la ville de Greendale, où il semble qu'Halloween soit célébré toute l'année, vivait une jeune fille qui était moitié sorcière, à petite Omen. Et qui, le jour de son 16e anniversaire, devrait choisir entre deux mondes. Celui des sorcières de sa famille et celui des humains de ses amis. Et cette fille, c'est moi. Sabrina. Acceptes-tu de renoncer au chemin de lumière pour suivre le chemin de la nuit et ce, où qu'il te mène? Je peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix. Donc, les aventures de Sabrina, maintenant disponibles sur Netflix. Oui, c'est depuis aujourd'hui que les aventures effrayantes de Sabrina sont disponibles. Et puis, en gros, ça met en scène Sabrina Spellman, qui est interprétée par, check le nom, là, Kiernan Shipka. OK. Et puis, c'est une adolescence un peu comme les autres, mais elle est née à la suite d'une relation entre une sorcière et un mortel, ce qui fait qu'elle est un hybride des deux. Elle vit dans la petite ville de Greendale, justement, où est-ce que se déroule l'univers de Riverdale. Et puis,
puis où est-ce que se déroule l'univers aussi de Archie's Comics. Et puis, elle est élevée par 2 tantes paternelles, Hilda et Zelda, et fréquente le lycée de la ville avec des adolescents mortels. Mais l'affaire, c'est que là, elle a un combat interne qui s'en vient. C'est, est-ce qu'elle veut être une sorcière ou est-ce qu'elle veut être un être humain? Est-ce qu'elle veut se faire accepter des humains? Ou est-ce qu'elle veut embrasser le côté sombre des sorcières, vous comprenez? Fait que c'est ça un petit peu le défi qui s'en vient pour Sabrina. Et puis pour ceux qui se le demandent, la série, avant même sa diffusion, a été renouvelée. Donc, il y a une 2e saison qui est déjà en tournage parce que de la façon que Netflix va fonctionner, souvent, quand ils savent, eux autres, ils ont des prévisions, et puis quand ils savent que la série va avoir un certain succès, elles vont tourner les 2 saisons, un à la suite de l'autre. Donc, présentement, la 2e saison est en tournage, et puis, ils disent que la 2e saison va être probablement plus lugubre et plus encore surnaturelle que la première. Ouais, puis pour ce qui est de la saison 1, juste pour meubler la fin de semaine de l'Halloween, Christian, il y a 10 épisodes. C'est des épisodes entre 50 et 60 minutes. Ça s'écoute très bien, là. Ouais. Oui, absolument. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils tournent les 2 saisons, une à la suite de l'autre. C'est pas au Québec qu'on fait ça. Moi, des séries télé, j'en ai fait plusieurs, puis crois-moi, chaque saison est un combat. Ouais, c'est un fait, mais ça, il faut se mettre aussi, hein. Netflix, c'est à peu près, dans les chiffres officiels ne sont pas disponibles, mais on parle dans le monde, entre 150 millions et 200 millions d'abonnés à 10 piastres chaque par mois. Wow. Fait que mais encore là, Netflix est présentement déficitaire. C'est un peu comme Uber. C'est que les gens mettent de l'argent dans l'espoir de faire de l'argent. Mais présentement, Netflix est déficitaire, mais dans les prévisions, ils vont faire beaucoup d'argent dans les prochaines années. La 2e suggestion que tu nous fais ce soir, c'est Bird Box. Oui, Bird Box, ça c'est pas encore sorti, c'est un nouveau film. Bird Box, ça c'est la bande-annonce est sortie hier soir. Et on l'écoute. Écoute, oui? Je t'arrête, Jean-François. Tu parles de la bande-annonce. Écoute, on l'a. On est chanceux, on l'a, donc on l'a fait entendre. Quel hasard. On y va pour Bird Box. Vous êtes où? Je vous en prie, prenez pas mes enfants. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ne prenez pas mes enfants! Comment vous vous sentez? Vous dormez un peu mieux? Oh, bof. J'avais déjà du mal à dormir avant d'être dans cet état. Dans cet état? Vous êtes enceinte. C'est pas un gros mot, vous savez. Approchez pas! Il s'est passé un truc. Tu veux bien démarrer? T'as vu quoi? Dis-moi. Rentrez, allez! Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent qu'ils ont vu des créatures qui peuvent prendre la forme de ce qu'on redoute le plus. C'est pas vrai. Regarde quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui te prend? Fais pas ça! Donc, Jeff, tu me dis que ça, c'est pas encore disponible, mais ça s'en vient. Oui, ça va être disponible le 21 décembre sur Netflix, encore une fois. C'est un film d'horreur, science-fiction, avec une saveur post-apocalyptique, ce qu'on appelle dystopique dans le langage cinématographique. Et puis, c'est un film réalisé par Susan Breyer, et puis ça met en vedette Sandra Bullock. Et puis, justement, ça fait un peu, je suis un peu lié au sujet de ce soir, parce que c'est un film d'envahissement extraterrestre. Et puis, sauf que là, la particularité de cette invasion d'extraterrestres-là, c'est que tous ceux qui avaient les yeux ouverts lors de l'apparition des extraterrestres sont morts. Donc, Sandra Bullock et ses enfants se doivent de parcourir un chemin là dans la forêt et dans les villes
mais avec les yeux bandés parce qu'ils ne veulent pas mourir. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est un peu ça, la passe, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Puis bon, eh bien... On s'interroge quand même. On s'interroge quand même sur l'inspiration des scénaristes. Oui, c'est sûr, mais à un moment donné, hein, le sujet des invasions extraterrestres est quelque chose, là, il y en a tellement de films, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver quelque chose. Ouais, c'est difficile de se renouveler. Oui, absolument. Puis en plus, c'est ce qui est drôle, c'est que dans tous les films, je sais pas si tu t'avais remarqué, tu dois certainement avoir remarqué ça, là, Christian, mais tous les extraterrestres, ou presque, dans les films d'extraterrestres, ont une apparence humanoïde. Oui. Et puis, c'est comme si, disons, ils nous ressembleraient tous, genre, sur une autre planète, ou dans une autre dimension, ou dans un autre espace-temps, là, tu sais. D'ailleurs, il y avait Premier Contact, il y avait le film Contact de Villeneuve, qui, lui, faisait un peu très différent de ça. J'avais adoré ces extraterrestres, parce que, justement, il leur a pas donné une forme humanoïde, hein. Je sais pas, les auditeurs qui nous regardent, qui ont vu le film Contact qui est sorti, je crois, il y a 2 ans maintenant, de Villeneuve, et les extraterrestres ne ressemblent pas du tout à ces extraterrestres qu'on est habitué de voir. C'était vraiment surprenant. Ah, oui. Puis en plus, Villeneuve, il est en plus, faire un petit lien, là, Villeneuve est en train de préparer justement un film biographique sur Yoko Ono puis John Lennon. Eh bien. Ouais. Et puis c'est un gars qui est quand même assez prolifique, là, parce que tu sais, c'est lui qui est donneur de Big Live. Il est quand même derrière beaucoup de séries américaines, puis beaucoup de films aussi à grand budget. Et puis c'est lui qui a été choisi justement pour tourner le film là, biographique sur Yoko Ono et John Lennon. Ouais. Si je me trompe pas, c'est aussi Denis Villeneuve qui a été choisi. C'est lui également. Ah non, je viens de me tromper, là, c'est Denis Villeneuve. OK, non, moi je me suis trompé totalement. C'est Jean-Marc Vallée. OK, non. Ouais. Denis Villeneuve, c'est lui aussi qui a tourné Blade Runner 2, là, si on peut dire. Non, c'est Jean-Marc Vallée qui va tourner le biopic, là. Excusez-moi, okay. Là, c'est ça, c'est parce que j'avais comme mal entendu, là. Fait que c'est ça, j'ai entendu comme Vallée, là. OK. Et pour ce qui est de la troisième suggestion, Jeff, et la dernière, c'est The Curse of La Llorona. Oui, absolument, ou La malédiction de Lauronnet. Et puis, ça sort le 19 avril 2019 en salle. C'est encore loin, là. La bande-annonce vient de sortir, l'affiche officielle vient de sortir. Et puis, la particularité de ce film-là, c'est que c'est les mêmes producteurs qui sont derrière tout l'univers de Conjuring. OK. Donc, ça va être encore un genre c'est encore un film d'horreur. C'est quand elle était en vie, elle a noyé ses enfants dans un accès de jalousie, puis dévastée par le chagrin, elle s'est jetée dans le fleuve déchaîné. Désormais, ses larmes sont devenues éternelles, elles sont même mortelles, et tous ceux qui entendent ces appels sinistres la nuit sont maudits. Tapis dans l'ombre, la Llorona s'attaque aux enfants, cherchant désespérément à remplacer les siens. Au fil des siècles, elle est devenue de plus en plus prédatrice et ses méthodes de plus en plus terrifiantes. Bon, on va terrifier nos auditeurs. On a un petit bout de la bande-annonce. Malheureusement, elle est essentiellement en anglais. Alors, on écoute The Curse of Llorona. Can I ask you a question, Father? Do you know anything about La Llorona? The weeping woman. It's a folktale. To some. Okay, and please don't wake up your sister. It's your fault! I tried to stop her! Who did you try to stop? La Llorona. Sam! Sam, let me in! What's going on? The Curse of La Llorona. Oh boy, ça donne des frissons, ça, Jeff? Oui. Et puis, il me restait-tu un petit peu de temps? Je sais même pas. Oui, 30 secondes.
30 secondes? Bon, ben, pour ceux qui veulent frémir et avoir peur, présentement sur Netflix, encore une fois, The Haunting of Hill, ou La dernière demeure des Hills. Et puis même Stephen King a dit que cette série est effroyable. Et puis, c'est une série de 10 épisodes, et puis, absolument, vous allez avoir peur pendant 10 épisodes. Ouais, c'est une série d'ailleurs qui était comme inspirée à la base d'un film des années 60, du début des années 60, qui a été refait d'ailleurs il y a quelques années. Un film qui s'appelle The Hauntings, où Monsieur Chase fait construire une maison dans laquelle il se produit toutes sortes de phénomènes mystérieux. Et donc des gens qui meurent et des gens qui se suicident. Et la série, en fait, est basée sur justement, on pourrait qualifier ça d'un prequel, c'est-à-dire que avant la version du film de 1960. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison de Monsieur Chase? Ben, c'est ce qu'on va voir dans cette fameuse série. Oui, absolument. Et puis, c'est quand même un exploit parce qu'habituellement, un réalisateur va être capable de faire peur au monde pendant 1 heure et demie. Mais là, il est question de 10 heures. Même Netflix, ils ont sur la chaîne YouTube Netflix, un petit featuring là qui appelle un petit film qui, justement, montre comment qu'ils ont réussi à réaliser cette série-là, puis réussir à garder un certain suspense, un certain mystère, qui est de l'effroi pendant 10 heures de temps. Jeff, un gros merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je te souhaite de passer un beau week-end et on invite les auditeurs sur ta page sur ta page internet tvqc.com où tu fais des suggestions de films et de séries. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Okay. Bye. Bonne soirée. Bye bye. Radio X Files. Radio X. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and 2 policemen advance with something in their hands. What anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles, spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Même en sachant que c'est une pièce de théâtre à la radio qui a été faite il y a de ça plusieurs années, j'avais une tension à l'intérieur de moi, j'avais une angoisse. Oui, écoute, c'était tout à fait spectaculaire. Ouais, la guerre des mondes de Orson Welles. Oui, c'était, et comme je l'expliquais en début d'émission, Welles avait utilisé une technique très particulière. Et avant de passer à notre entrevue avec le professeur André Caron, on va expliquer un peu comment il s'y était pris et c'est probablement l'un des éléments qui a fait le succès de l'émission. D'abord, il introduit l'invasion des Martiens à travers des petits flashs d'informations. Parce que au départ, bien sûr, il y a la présentation de l'annonceur maison du réseau de CBS qui dit bon ben voilà, ce soir c'est le théâtre radiophonique avec Orson Welles. On nous présente la guerre des mondes. Une fois cette annonce passée, les gens qui prennent l'émission en cours ont réellement l'impression qu'il s'agit d'une émission musicale, un spectacle musical où on écoute la musique d'un certain Ramon Roquelo et son orchestre qui joue depuis le Park Plaza Hotel. Donc c'est de la musique de ballroom, de la musique de grande soirée. Et Welles va introduire dans cette émission musicale des petits flashs d'informations, comme ça se faisait à la radio à l'époque, pour présenter une information sur le vif.
Et l'information sur le vif, c'est bien sûr cette invasion des Martiens qui d'abord, on observe des explosions sur la planète Mars. Ensuite, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe à Grover's Mill au New Jersey. Et là, voilà que les extraterrestres vont sortir de Terre parce qu'ils sont comme dans des espèces de cocons de roches. Ils sortent de là avec leurs machines, leurs tripodes et vont envahir à ce moment-là New York. Parce que dans le roman original de H.G. Wells, l'action se passe en Angleterre. Orson Welles a eu le génie de réadapter ça pour le mettre aux États-Unis, en fait en banlieue de New York. Il a utilisé la technique du flash d'information. Il utilise également le narratif. Ça allait plutôt bien parce que originalement, le roman était également fait sous la forme d'un narratif. Et là, ce qu'il utilise, Wells, et là, c'est vraiment du génie, on reconnaît le personnage. Il va utiliser sans jamais les nommer. À un moment donné, il y a une voix qui dit, oui, je m'adresse à la population américaine, il faut absolument que nous soyons forts devant l'ennemi. Il ne nomme pas qui est la personne qui parle, mais il utilise des comédiens et des imitateurs, et l'imitateur a exactement la voix de Roosevelt. Donc, les gens qui écoutent se disent, hey, tu essaies de t'imaginer un peu dans les maisons, les gens disent, hey, écoute, quelle voix? On dirait la voix de Roosevelt. Donc, tu vois, on crée cet aspect de climat. Comme je te l'ai mentionné, l'émission de Wells n'était pas la plus populaire. C'était d'abord le Chase and Sanborn Hour qui jouait un autre poste au réseau NBC. Mais comme à 8h08, entre 8h08 et 8h11, il y a eu un chanteur d'opérette, on estime à 2 millions les gens qui ont changé de canaux. Et le hasard, ça c'est vraiment le hasard, ils sont tombés sur le premier flash d'information de Wells. Et là, bien sûr, ils ont cru que c'était quelque chose d'important. Ils n'avaient pas pris l'émission depuis le début, donc ils ignoraient que c'était un théâtre radiophonique. Ils ont donc cru que l'événement était réel. Et l'autre coup de génie de Orson Welles est un événement qui a marqué l'histoire de la radio à peu près 1 an et demi plus tôt. Nous sommes le 6 mai 1937 et à ce moment-là, dans une espèce de campagne de propagande, l'Allemagne nazie font des traversées transatlantiques avec un gigantesque dirigeable qui est l'Hindenburg. Et l'Hindenburg, le 6 mai 1937, arrive à Lakehurst au New Jersey et alors qu'il s'apprête à s'accrocher à son mât d'arrimage, une étincelle apparaît vers la queue dans l'empennage du dirigeable et en quelques secondes, le dirigeable prend feu. Il y a une 60aine de personnes à bord du dirigeable et en quelques secondes, comme je l'ai mentionné, ça devient une boule de feu. Et sur place, il y avait un journaliste, Herbert Morrison, qui était là et qui décrivait à la radio l'arrivée de l'Hindenburg. Donc, il dit aux gens, bon, voilà, le dirigeable est là, il s'approche de son mât d'arrimage et soudain, c'est la catastrophe. C'est la première fois à la radio qu'on entend quelqu'un raconter sur le vif une catastrophe. Et on a cette bande audio qui est demeurée, donc un témoignage à travers le temps tout à fait remarquable. Herbert Morrison qui décrit l'explosion et la chute en flammes de l'Hindenburg. Je vous la fais écouter et je vais vous raconter ensuite comment Orson Welles va récupérer l'histoire d'Herbert Morrison. On écoute, cette fois, c'est du vrai. Herbert Morrison qui décrit la catastrophe de l'Hindenburg. Practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship, and just enough to keep it. It bursts into flames. Wait, get it started. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames, and it's falling on the morning baths, and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you. Ouf, hein? Et là, on sent toute l'émotion du reporter qui essaie de décrire dans des mots ce qui se déroule sous ses yeux. Et cette histoire-là, bien sûr, a été enregistrée. On a la bande audio. Et Orson Welles va faire écouter ce témoignage d'Herbert Morrison à ses comédiens. Et il leur dit, écoutez, quand vous allez décrire que les Martiens attaquent, il faut que ce soit
aussi vrai que la description d'Herbert Morrison. Je veux sentir la même émotion. Donc, ces comédiens qui sont en studio avec lui, lorsqu'arrive l'attaque des Martiens, et on en a entendu un extrait juste au retour de la pause, on le voit, ils décrivent avec force d'émotion les événements qui se passent, et ça devient à ce moment-là très difficile pour les auditeurs qui écoutent ça de se décrocher, puisqu'ils ignorent à ce moment-là qu'ils sont les témoins d'un théâtre radiophonique, et tout ça semble plus vrai que nature. À la fin de l'émission, Orson Welles va annoncer, en fait, à la fin de l'émission, Orson Welles prend la parole une dernière fois et il rappelle bien que ce que les gens viennent d'entendre au cours de la dernière heure, ce n'est qu'un théâtre radiophonique. On écoute la dernière intervention d'Orson Welles dans cette émission, disons, historique du 30 octobre 1938. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. This is the Columbia Broadcasting System. J'imagine le sentiment de trahison que les auditeurs doivent avoir eu à ce moment-là. Oui, probablement. Et là, ici, on est donc dans notre première fake news, qui est l'invasion des Martiens, qui n'était pas vrai, mais on comprend que les auditeurs qui ont pris l'émission en cours ont eu pendant un moment l'impression que tout ça était bien réel. La deuxième fake news, elle nous vient des médias écrits. On a prétendu, et encore aujourd'hui, ça fait partie d'une espèce de légende urbaine. En passant, ce que tu vas dire là, ça m'a été enseigné à l'école comme une histoire vraie. Voilà. Et on sait aujourd'hui que c'est faux. Il n'y a pas eu de panique comme on le prétend. Généralement, à toutes les fois où on parle de l'émission d'Orson Welles, on décrit une panique épouvantable, les gens qui fuient dans les rues, les gens affolés, on croit réellement à l'invasion des Martiens, alors que ce n'est pas vrai du tout. Ce qui s'est produit, bien sûr, il y a eu quelques personnes qui ont été troublées par cette histoire-là, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, et le professeur Caron pourra l'aborder de manière plus éloquente, mais ce qui se produisait à l'époque, on avait un bras de fer entre la presse écrite et la radio. Et là, les médias écrits ont voulu diaboliser l'émission d'Orson Welles en disant, regardez, la radio, on fait n'importe quoi, on mélange l'information avec le divertissement. Et là, c'est assez amusant parce qu'on a le New York Times qui, le soir même, publie un article en disant, oh, l'émission d'Orson Welles, quelques dizaines de personnes ont été effrayées par le théâtre radiophonique de Welles. Ce qui est probablement vrai et ce qui est probablement une évaluation objective de ce qui s'est produit sur le terrain. Quelques dizaines de personnes ont été effrayées. Mais le lendemain, le New Yorker, lui, reprend l'information en disant « Oh, des centaines de personnes ont été effrayées par l'émission de Welles. » Et en après-midi même, l'édition du Washington Post disait « Des milliers de gens ont été effrayés par l'émission d'Orson Welles. » En fait, on exagérait justement cet aspect de panique. Et tu l'as mentionné, c'est devenu une espèce de vérité sociale, alors que des études ont démontré qu'il n'y avait jamais eu cette fameuse panique. Et l'affaire va même plus loin. Hein. Quelques années après, en 1940, il y a un type qui s'appelle Adley Cantrill, qui est un sociologue, qui a repris en fait les données qui avaient été transmises dans les journaux. Et Cantrill va ajouter d'ailleurs à cette croyance de la panique, parce que dans son étude, il se réfère surtout aux journaux
journaux, première erreur, et là, il prend les chiffres énoncés dans la presse et fait son étude à partir de ça. Et là, il explique un peu le contexte sociologique qui a joué sur la peur des gens, mais à partir de chiffres fournis par la presse, alors qu'on sait aujourd'hui que ces chiffres étaient très largement exagérés. Et je te rappellerai qu'en 1975, on a même fait un film pour la télévision, The Night That Panicked America, la nuit qui terrifia l'Amérique, qui reprenait en fait comme la coulisse de l'émission de Wells. On voyait les préparatifs, on voyait ce qui était fait. Et encore dans ce film de 1975, pourtant, on montrait des gens en état de panique parce que convaincus que les Martiens étaient en train de nous envahir. Mais l'histoire de la panique est la deuxième fake news. Il n'y a pas eu de panique massive après l'émission de Wells ou durant l'émission de Wells. Quelques dizaines de personnes, probablement dans la région de New York, ont été incommodés, inquiétés par l'émission de Wells. Mais on est loin de la panique décrite par la suite dans la presse. D'ailleurs, cette histoire de panique avait remonté jusqu'à la CBS et le lendemain, toujours en s'appuyant sur les chiffres présentés par la presse, mais qui étaient des chiffres absolument gonflés, Orson Welles a dû se justifier et voici ce qu'il avait à déclarer à la presse. On y revient ensuite. Pour ce qui est d'Orson Welles, on y va avec l'interview, Christian? Oui, l'interview d'Orson Welles. I simply don't know. I can't imagine. I mean, you must realize that when I left the broadcast last night, I went into dress rehearsal for a play that's opening in 2 days, and I've had almost no sleep, and I know less about this than you do. I haven't read the papers except what was the first inkling you had that something was wrong? Were you aware of terror at the time you were giving this role? Were you aware that terror was going on throughout the nation? Oh, no, of course not. We did Dracula, and it seemed to me during Dracula I had high hopes that people would react as they do in a movie of that kind, and I don't know that they did particularly, and so I've given up. One doesn't believe in the radio audience much. You don't know whether they're listening or not. You have no idea how many people are listening or what they're thinking. I had every hope that the people would be excited as they would be at a melodrama. But, yeah. C'est vraiment amusant parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a un journaliste qui dit à Wells, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait une panique qui se développait à travers le pays? Ça, c'est vraiment amusant. On voit que comment il y avait une auto-alimentation par la presse écrite de cette histoire de panique. Et Wells, bien sûr, il joue la carte du type un peu sur la défense. Mais c'est amusant de voir Wells qui dit, on a fait Dracula, mais les gens n'avaient pas réagi exactement de la même façon. Il faut savoir qu'effectivement, il avait adapté quelques semaines plus tôt le roman de Bram Stoker, Dracula, pour un théâtre radiophonique. Là encore, le roman de Bram Stoker se prêtait bien à l'exercice parce que dans le roman de Bram Stoker, ceux qui l'ont lu dans l'original de Dracula, c'est un peu le journal de Jonathan Harker, qui est un espèce d'homme d'affaires, un comptable qui va rencontrer le comte Dracula. Et c'est le journal de Jonathan Harker qui est le corps principal du roman de Bram Stoker. Donc, il se prêtait bien à l'exercice narratif qui était nécessaire pour la mise en bouche, si je puis dire, de ce théâtre radiophonique. Mais bien sûr, Wells sait très bien que dans sa Guerre des mondes, le fait d'avoir utilisé une émission de radio, intercoupé cette émission de radio par des flashs d'informations, on était loin de sa mise en adaptation du roman de Bram Stoker de Dracula. Wells a vraiment fait les choses tout à fait différemment avec la Guerre des mondes, et c'est vrai, je peux comprendre que des gens qui ont pris l'émission en cours ont pu croire pendant un moment qu'on était réellement envahi par les Martiens. Bon, cela étant dit, c'était notre deuxième fake news. Mais il faut comprendre que l'émission de Wells, au-delà du génie d'Orson Welles, au-delà du fait qu'il ait utilisé des flashs d'information, au-delà du fait qu'il ait également, disons, motivé ses comédiens à jouer la peur, un peu comme Herbert Morrison le décrit lorsqu'il voit la chute de l'Hindenburg, il y avait un contexte socio-économique que Wells n'avait pas prévu, en fait, qu'il n'avait pas anticipé et qui a sans aucun doute aidé à rendre son émission plus vraie que vraie et qui a créé un peu cette inquiétude auprès des auditeurs, mais qui a fait passer quand même son émission dans l'histoire. Et pour savoir exactement quels étaient ces contextes, et tu vas voir, Yannick, que le contexte de l'époque et le contexte d'aujourd'hui au niveau de la nouvelle et de quelle façon l'information est véhiculée, on n'est pas si loin de l'époque d'Orson Welles. J'invite les gens à écouter le professeur André Caron, professeur émérite au département des communications de l'Université de Montréal, avec lequel je me suis entretenu il y a quelques jours.
Alors, écoutez, d'abord, dans un premier temps, merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Alors, comme vous êtes un spécialiste de la communication, rétrospectivement, lorsque l'on parle de l'histoire de la radio et de la télévision, oui. Il est à peu près impossible de ne pas évoquer l'émission d'Orson Welles. Exact. Oui, et pourquoi cette émission a-t-elle joué un rôle si important dans l'histoire de la radio? Ben, écoutez, je pense qu'il faut retourner aux origines, là, à la source première, qui était le livre de H.G. Wells, là, qui est une autre personne, là, donc des fois on confond les deux. Là. Oui, effectivement. Et H.G. Wells a écrit ce livre-là en 1897. Et c'est important de savoir que il y avait des parallèles assez intéressants avec 1938, c'est-à-dire que l'Europe était un peu bouleversée, puis à la veille, si on peut dire, d'une Première Guerre mondiale. Dans le cas de Orson Welles, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et il y avait énormément de choses, de rumeurs qui circulaient et d'observations et tout ça. Et par exemple, en 1897, supposément, on avait découvert que Mars était extrêmement proche de la Terre et des astronomes avaient détecté, supposément un astronome italien avait détecté qu'il y avait des canaux sur Mars. Donc, on commençait à alimenter que peut-être il pourrait avoir une vie sur Mars, puis etc. Puis, un autre observateur avait dit « Ah, j'ai vu de la lumière. » On sait que c'était impossible, mais en tout cas, c'est ce qui circulait comme rumeur. Alors donc, il y avait l'intérêt, si on peut dire, pour ce genre de choses-là, mais il y avait de l'insécurité qui régnait. Si on revient à Orson Welles, lui était aussi à une période, un contexte où la guerre était vraiment en train de se déclarer ou proche, la guerre de 39-45 plutôt. Oui. Et il y avait énormément de rumeurs qui circulaient. On voyait l'Allemagne qui devenait une force très importante et tout ça. Donc, il s'est dit, tiens, on va un peu réactualiser notre ami Wells, H.G., puis on va s'inspirer du même type narratif là que il avait fait. C'est-à-dire que dans le livre original, on référait à des endroits très spécifiques en Angleterre. Des communautés qui étaient bien connues des gens. Alors, Wells a adapté ça, évidemment, avec les États-Unis et a fait ces modifications-là dans son récit pour que les gens puissent s'identifier avec le New Jersey, avec New York, etc. Alors, le fait qu'il a fait une formule, si on peut dire, style semi-documentaire, ça commençait à mêler toute la question de fiction puis de réalité. Et ça prenait un peu l'apparence, là, si vous l'avez déjà écouté, là, ce radio-roman-là. Moi, je le faisais écouter à mes étudiants. Je faisais, dans mon cours, je faisais une simulation. Je leur disais, OK, mettez-vous dans le contexte, on est en 1938, la guerre va se déclarer. On a une des seules sources d'information, à part de la presse écrite, c'est la radio. Les gens écoutent les radiojournaux. Et j'ai fermé les lumières dans la classe, puis là, on a joué la trame et tout ça. Et si on porte pas attention à quelques moments dans la trame, on s'aperçoit que c'est vraiment présenté comme un bulletin d'information. Quand Wells a fait ça, bon, on le sait, le lendemain, il fait des déclarations à la presse. Il dit, on avait fait Dracula, puis on ne s'attendait pas à ce que les gens réagissent de la même façon. Mais son Dracula était une adaptation du roman de Bram Stoker. Il n'avait pas cette formulation par flash d'information, parce que dans l'invasion des Martiens, il utilise un spectacle de musique, et il entrecoupe ce spectacle de musique par des flashs d'information. Exact. Alors, j'imagine que ça, c'est la formule gagnante qui a propulsé l'émission. C'est évident, une formule qui sortait un peu de l'ordinaire aussi, et qui faisait que, bon, les gens, ils étaient à l'écoute de la radio parce que on parlait de mouvements de troupes en Europe et des choses comme ça. Puis donc, ils étaient quand même un éveil inquiet, si on peut dire, de qu'est-ce qui peut se passer. Et là, tout d'un coup, on dit flash, une soucoupe semble être atterrie dans le champ du fermier, je sais pas trop qui était près du New Jersey. Alors donc, c'était pas impossible d'interpréter ça comme peut-être une vraie nouvelle, en tant que telle. Alors, la chose la plus amusante dans tout ça, c'est que il y a une partie du contexte qui a été bien identifié par d'autres chercheurs,
c'est que on était à cette époque-là, puis on le voit un peu aujourd'hui, il y a des parallèles intéressants avec aujourd'hui, on était dans vraiment une guerre entre la radio et la presse écrite pour la publicité. Hein? C'est-à-dire que les journaux écrits voyaient que la radio attirait pas mal de leur publicité, des revenus publicitaires, et il y avait une guerre, si pas ouverte, en tout cas, une guerre latente entre ces deux types de technologies-là, si on peut dire, qui essayaient d'être viables et profitables et tout ça. On voit un parallèle avec aujourd'hui, hein, entre l'Internet puis on le voit avec la radio, avec la presse écrite, etc. Qui va faire le premier scoop, qui va sortir, qui va avoir la plus grande audience, le plus grand nombre de lecteurs, etc., etc. Donc, il faut restituer ça dans ce contexte-là. Et une des explications, c'est que cette panique-là, qui était à travers l'Amérique, avec des gens qui avaient des crises cardiaques, puis, etc., a été amplifiée. A été exagéré de beaucoup. Oui, de beaucoup. Et de beaucoup. Alors là, on avait donc un phénomène probablement local et réel jusqu'à un certain point, mais certainement pas de l'ampleur qu'on disait que toute l'Amérique était horripilée par cette invasion-là et avait paniqué, puis il y avait eu des gens à l'hôpital, puis des masses hystériques, etc. Donc, les journaux avaient intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que ils se disaient, on va discréditer la radio. Et de cette façon-là, on va dire, regardez la radio, elle mélange divertissement, puis nouvelles, puis des choses comme ça, puis elle n'est pas responsable, puis nous, on est responsable, on vérifie nos sources, etc., etc. Donc, c'était dans le fond une guerre commerciale. C'était une guerre qui se faisait entre ces deux médias-là et qui essayait de profiter de cette invasion-là, si on peut dire, des mondes, en exagérant l'information et en voulant que le FCC intervienne, etc., etc., etc. Alors, est-ce que ça a créé de la panique? Oui, sur une petite ou certaine échelle, c'est possible. C'est évident que s'il y a des gens qui appelaient la station CBS pour dire est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, et que plusieurs personnes appelaient en même temps, ben la ligne était occupée. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive quand la ligne est occupée? Ben, on dit, hey, il doit y avoir quelque chose qui se passe parce que moi, je suis pas capable de rejoindre la station de radio. Si je vois 3-4 personnes sortir dehors sur la rue puis regarder dans le ciel, je dis, hey, pourquoi ils font ça? Ils doivent. Donc, il y a toute une question de rumeurs, puis on le voit, on l'a vu avec l'Internet puis les élections de Trump et tout ça. C'est-à-dire que beaucoup de fausses nouvelles ont circulé et les gens qui voulaient croire ces fausses nouvelles-là, ils les croyaient. Et donc, il y a énormément de parallèles entre, si on veut dire, ces temps-ci puis ces moments-là, c'est-à-dire que la nature humaine n'a pas changé tant que ça. Si on la met dans l'incertitude, si elle est inquiète déjà, si elle a des préjugés profonds d'un côté ou de l'autre, ben elle va chercher des sources qui vont renforcer ça, hein, qui vont confirmer ces choses-là. Alors, The War of the Worlds a été un bon exemple de amplification, si on peut dire, d'effets, mais elle ne discrédite pas que c'est possible des fois de manipuler les gens, pas nécessairement tout le monde. Et évidemment, on vit maintenant dans un monde où il y a beaucoup plus de sources d'informations, donc c'est moins probable, du moins, sur une longue durée. Et c'est très amusant parce qu'on se sert justement de cet exemple-là pour parler d'hystérie collective et tout ça, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple. Oui, parce que c'est ça, la presse avait beaucoup diabolisé l'émission de Wells. Tout à fait. Mais vous avez évoqué justement ce parallèle, c'est-à-dire que quand on regarde ou quand on écoutait l'émission d'Orson Welles, il était assez simple de voir si l'invasion était réelle dans la mesure où on avait simplement qu'à syntoniser une autre chaîne. Et on découvrait rapidement qu'il n'y avait rien d'autre. Exact. Mais aujourd'hui, avec la multiplication des sources d'information, autant les sources, disons, entre guillemets, conventionnelles, donc la presse écrite, la radio, la télévision, et versus tous les médias sociaux qui répercutent des nouvelles aussi, dans quelle mesure l'auditeur ou le YouTuber ou peu importe, peut-il lui arriver à dire, OK, est-ce qu'il y a des moyens simples et factuels de pouvoir vérifier la validité d'une information? Oui, c'est-à-dire que je pense que vous
venez d'en nommer un indirectement, mais il y a deux aspects. Il y a un premier, c'est que si au départ, on est porté à vérifier différentes sources, et non pas des sources qui sont juste, si on peut dire, de ma politique en tant que telle, je risque d'avoir un équilibre, si on peut dire, d'informations qui vont me permettre de décider si c'est vrai ou c'est faux. Si je me fie juste à, je sais pas, à Facebook ou à Twitter ou des choses comme ça, à ce moment-là, je diminue ma marge d'interprétation parce que, dans le fond, je m'alimente juste à une source en tant que telle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est le temps. Habituellement, on va dire une mauvaise rumeur, mettons, on va l'appeler comme ça, va circuler, mais elle va être discréditée dans le temps par d'autres sources plus sérieuses. Et il y a quand même des sources, comme vous dites, qui sont quand même beaucoup plus gouvernées, si on peut dire, dans le sens de ils doivent respecter certaines règles d'éthique avant de parler de quelque chose ou de quelqu'un et de lancer ça dans les airs. Et ces sources-là vont toujours demeurer très précieuses parce que, dans le fond, c'est notre point de référence. Alors, je peux bien décider de juste écouter telle radio ou juste lire tel journal, mais dans le doute pour quelque chose d'important, mais peut-être que j'irai voir ailleurs ou j'irai me le faire confirmer. Le problème, c'est toujours quand on fonctionne en vase clos. C'est-à-dire que moi, j'entends ça, je relais ça à mes amis, mais peut-être qu'il n'y a pas une diversité dans mes amis sur, je sais pas, tel préjugé que j'ai vis-à-vis tel groupe en tant que tel. Et c'est là que ça devient plus délicat et peut-être c'est au niveau de l'éducation, hein, c'est au niveau à l'école où on doit sensibiliser davantage les jeunes à être capable de développer un esprit critique. C'est les médias eux-mêmes aussi. Je pense que la radio et les journaux, lorsqu'ils se trompent, ils mettent une correction. Et c'est de faire confiance, on peut dire, à la nature humaine aussi pour dire, bon, écoutez, le gros des gens ont du bon sens et se laisseront pas prendre par quelque chose qui soit trop farfelu en tant que tel. Parce que c'est sûr que quand on regarde les médias d'aujourd'hui, lorsqu'on a l'homme le plus puissant de la planète qui crie que les grandes sources d'information sont corrompues, et d'un autre côté, on est tous un peu, parfois, à tout le moins, victimes de ce biais de confirmation. On aime bien ce qui correspond à nos visions. Bien évidemment, c'est la porte ouverte, parce que là, on voit se multiplier au cours des 10-15 dernières années d'incroyables théories du complot. Et c'est sûr que quand on regarde ces théories du complot, on a l'impression que c'est très répandu, alors que somme toute, c'est un mécanisme relativement marginal. Mais ils ont tellement d'espace dans les médias sociaux qu'on a l'impression que c'est un phénomène qui est excessivement répandu. Moi, il n'y a pas une semaine où les gens ne parlent pas de cette histoire de « on n'a peut-être pas été sur la Lune ». On n'a pas été sur la Lune, ça ne représente seulement que 6% de la population qui croit qu'on n'a pas été sur la Lune. Donc, relativement marginal, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus important justement à cause de cette multiplication des sources d'information qui, souvent, on le sait, parce que c'est sensationnel, va attirer davantage des opinions. Exact. Et c'est peut-être la réflexion que tout le monde journalistique en tant que tel, de tous les médias, doit se poser, c'est que tout le monde est quand même là pour faire avancer, si on peut dire, sa station ou son journal ou des choses comme ça, mais jusqu'à quel point il va pêcher un peu, si on peut dire, sur cette question-là, le sensationnalisme-là, puis de la question de confirmation là, de l'information. Vous identifiez très très bien le problème, c'est que avec les réseaux sociaux maintenant et même les réseaux plus traditionnels, des fois commettre ces erreurs-là, c'est de donner de l'importance à des choses qui sont dans le fond marginales. Ça veut pas dire que quelque chose de marginal n'est pas important, hein, ça peut l'être aussi, parce que si vous dites que je sais pas 15% des gens ont telle conviction personnelle sur la droite ou la gauche, des choses comme ça, c'est pas quelque chose d'important, mais il faut essayer de préparer les gens, de contextualiser les gens. Souvent, ce qui manque, c'est ça, c'est ce genre de contexte-là. Ça pourrait dire, beaucoup de gens croient que les gens ne sont pas allés sur la Lune, mais après ça, vous dites, ben, si on regarde les statistiques, c'est peut-être 6%, ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est important, finalement, de contextualiser, bien contextualiser l'information.
Justement, aujourd'hui, avec ce besoin, en fait, la multiplication des sources d'information, on se divise une assiette publicitaire. Et en divisant une assiette publicitaire, ben, évidemment, on cherche un peu du sensationnel. Et quand est-ce que la frontière ne devient pas, là, évidemment, peut-être une question piège parce que je vous amène sur les médias actuels, mais est-ce que la frontière ne devient pas de plus en plus floue quand on voit des réseaux d'information, par exemple, comme Historia, qui présentent des documentaires qui, faut pas se le cacher, sont tout à fait ridicules, du genre Nos ancêtres, les extraterrestres, ou quand des réseaux, et là, évidemment, pour le public, on se dit c'est le réseau Historia, et on le sait depuis quelques années aussi, il y a le réseau Discovery. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on nous disait, on le levait à Discovery. Si c'était à Discovery, c'est sûr que c'est vrai. Et aujourd'hui, Discovery fait aussi dans le faux documentaire, en se cachant derrière le fait que, oui, mais à la toute fin de notre documentaire, on l'a dit dans un petit bandeau que c'était une œuvre de fiction. Mais on comprend que quand on fait un documentaire de 2 heures, en prétendant aux téléspectateurs qu'on a trouvé les restes d'une sirène sur une plage, on est d'accord que la frontière, quand des réseaux comme Discovery jouent ce jeu du populaire, est-ce que malheureusement on n'est pas un peu dans l'antichambre de la fake news? On le voisine de très près, et puis comme vous dites, c'est dans le fond qu'on soit rendu là, c'est pas un signe encourageant, parce que je sais pas si on peut retourner à des choses qui sont plus authentiques, si on peut dire, et crédibles. C'est le grand défi de tous les journaux et les stations de radio, les documents, les télévisions qui sont plus rigoureuses, si on peut dire, plus honnêtes dans ce sens-là, qui pourraient s'imposer davantage, puis pas trop dévier de ce côté-là. Et je pense qu'il y a une remise en question qui se fait en ce moment. En tout cas, il s'en fait une aux États-Unis en partie, lorsque les journaux, tous les journaux qui étaient pourtant en compétition avec l'autre ont fait une lettre là, il y a un mois à peu près là, disant écoutez, on n'est pas du fake news, puis on vérifie nos choses, etc. Puis mais c'est clair que une partie de la population, du moins du côté américain là, qui vont croire le président Trump, indépendamment de ce qu'il dit. Il l'avait dit dans sa propre campagne, il dit, moi, je pourrais aller à New York puis tirer une personne en plein Fifth Avenue, puis je pourrais continuer à être candidat. Les gens ont ri. Mais c'était pas drôle. On le voit que c'était pas drôle. et ma dernière question, vous savez sûrement que plusieurs chefs d'État, je pense notamment à Macron, qui dit d'ailleurs, il a déposé un projet de loi dans ce sens-là, un projet de loi pour interdire les fake news. Est-ce que vous croyez qu'en y allant avec des législations comme celle-là, on va réussir à tuer la fake news? Je crois pas qu'elle va disparaître. Je pense qu'elle a toujours existé. Avant, c'était des rumeurs, c'était de bouche à oreille, ou bien c'était sur le perron de l'église, ou bien dans la taverne, etc. La rumeur et la fausse information, c'est notre propre. Ça fait partie du genre humain d'une certaine façon. Mais je pense que si une réglementation qui est intelligente, là, si on peut dire, là, et qui va peut-être, je dirais, d'une certaine façon, là, récompenser l'information factuelle, la vraie information et tout ça, au détriment de la fausse information. Il y a de l'espoir, mais elle disparaîtra pas, la fausse information, d'une part. Dans un pays comme les États-Unis, par exemple, où la liberté d'expression, ici aussi on l'a au Canada évidemment, mais aux États-Unis c'est encore plus enraciné, je dirais, là, dans toutes sortes de démagogie. Je ne sais pas dans le système des autres si c'est possible. Mais et malheureusement on est souvent à la remorque des Américains, là, sur bien des plans. Mais je pense quand même que au Canada puis au Québec, on est un petit peu plus en avance de ce côté-là et on est un peu moins démagogique et il y a un respect, si on peut dire, pour le travail journalistique qui est peut-être un peu moins entertainment, là, divertissement, là. Et j'espère que ça va continuer, puis ça va s'amplifier, ça va
croître en tant que telle, parce que c'est notre façon d'avoir une société qui peut prendre des décisions difficiles ou des mauvaises décisions, mais qui les prend pas avec les mauvaises raisons. Je me rappelle cette réflexion de Umberto Eco qui disait à propos des médias sociaux, il dit lorsque les médias sociaux ont donné la parole à toute une communauté de gens qu'avant on faisait taire, avant que leurs discours atteignent la population, là, c'est comme vous l'avez mentionné, c'était dans un bar, un bistrot. Ouais. Aujourd'hui on a donné la parole à ces gens-là, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Ouais. C'est un peu l'invasion des imbéciles. Est-ce que, avec la multiplication des sources d'information, êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à la nouvelle, la qualité de l'information à venir? Bonne question. Je ne sais pas si je peux vraiment être optimiste. Il faudrait que je vois des gestes concrets. D'ailleurs, vous mentionnez Umberto Eco. Je pense que le dernier livre qu'il a écrit, puis qui a été traduit, là, c'est justement où un journal fictif s'invente et essaie de s'imposer. Je suis optimiste sur l'être humain, si on peut dire. J'espère que il y aura quand même par nos choix des décisions qui vont aller en tout cas dans cette direction-là. Puis finalement, il y a toujours, il faut dire qu'il y a toujours des réajustements qui se font et ils s'en fait sur beaucoup de nouvelles technologies qui nous sont introduites dans les dernières années. On va à un certain extrême à un moment donné, puis le balancier revient un peu. Puis alors, j'ai un optimisme prudent, je dirais. Essayons de rester prudents. Écoutez, André Caron, ce fut un plaisir de vous parler. Et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Radio X-Files. Radio X-Files. Avec Christian Page et Marceau de Radio X. On souhaite de passer un bon vendredi sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Vous êtes présentement dans Radio X-Files avec nul autre que Christian Page. Très bonne entrevue avec Monsieur Caron, Christian. Oui, puis c'est intéressant de voir le parallèle qu'il fait entre la façon dont les journaux et les médias fonctionnaient à l'époque. Et on voit que la préoccupation, c'était l'assiette budgétaire, publicitaire. Et c'est cette même assiette publicitaire également qui déchire les médias d'aujourd'hui, entre les médias écrits, la radio, la télévision. On ne peut pas multiplier les annonceurs, donc on doit se partager cette assiette qui, elle, reste à peu près toujours la même. Et là, bien sûr, on doit couper dans les budgets pour réussir à rendre finalement rentable le commerce que l'on dirige. Et c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai à l'époque de Wells, et avec les conséquences que l'on a vues, c'est-à-dire dans cette guerre que se livraient les médias parlés radio de 1938 versus les médias écrits de l'époque, il y a eu ce bras de fer, et Orson Welles a été un peu la cible qu'on a facilement diabolisée grâce à cette fameuse émission de La Guerre des Mondes, qui était, il faut quand même le mentionner, Yannick, non seulement c'est devenu aujourd'hui un incontournable, peut-être pas nécessairement, comme le disait le professeur Caron, comme étant l'exemple parfait de l'hystérie collective. Je pense qu'on exagère un peu, parce qu'on l'a mentionné, cette panique, elle a certainement eu lieu, mais à une échelle beaucoup moindre que celle décrite dans les médias. Il y a eu cette erreur également de source d'information d'Adlai Cantrill 2 ans plus tard, lorsqu'il fait sa propre analyse sociologique de la guerre des mondes. Il se réfère aux médias et il mélange un peu les gens qui ont été inquiets versus les gens qui ont paniqué, les gens qui ont réellement eu peur. Adlai Cantrill mêle un peu tous ces gens-là et donne une impression que cette peur-panique était beaucoup plus importante qu'elle l'était à l'époque. Quoi qu'il en soit, le professeur Caron a bien mentionné que les médias découvrent avec l'émission d'Orson Welles, c'est peut-être ça qu'il faut retenir de cette émission. On a découvert que les médias pouvaient aisément manipuler la population. On arrivait avec un bon dosage, un savoir-faire, on réussissait facilement à tromper les gens. Tu sais, quand on trompe les gens, il y a des chiffres qui sont quand même assez surprenants. Quand tu regardes dans les grands pays industrialisés, les pays occidentaux, on a à peu près ce qu'en journalisme on appelle le seuil de crédulité. Le seuil de crédulité, c'est à peu près 5%. Ça veut donc dire qu'on a, dans les grands pays, les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, on a 5% des gens qui sont prêts à croire
n'importe quoi. Donc ces gens, ils sont au centre d'achat, ces gens sont au IGA, ils voient le comptoir à journaux, et là ils voient par exemple le magazine qui dit Paul McCartney est mort en 1966 puis a été remplacé par un sosie, Lady Diana est toujours vivante. Donc ce genre de nouvelles qui nous ferait sourire, il faut savoir qu'il y a 5% de la population qui y adhère spontanément. Tu me diras 5%, c'est pas beaucoup, mais 5% quand on en est aux États-Unis, par exemple, dans un pays de 360 millions, 370 millions... 330 millions, ça représente quand même 17 millions d'Américains. Ouais. Donc 17 millions d'Américains qui vont adhérer spontanément à ce genre de croyances. Et tu sais que dans les statistiques également, si dans une publicité, je prends un comédien X ou Y qui t'annonce un produit miracle, il y a spontanément 5% de la population qui vont le croire. Ça, ce sont les chiffres du seuil de crédulité. Mais il suffit de mettre un sarrau blanc et un stéthoscope autour du même comédien et tu viens d'augmenter ce seuil de crédulité à 10, voire 15%. Donc, on voit à travers une émission comme Wells, qui est un peu une prémisse, on voit à quel point il est facile pour les médias de manipuler les populations. Donc, il faut doubler de prudence lorsque l'on lit ou on s'alimente dans les médias d'information, et il faut absolument faire ce que le professeur Caron dit, s'alimenter à plusieurs sources, même si ces sources vont un peu à l'encontre de nos propres opinions. Ouais. Alors, si on est convaincu, par exemple, et restons dans le thème des X-Files, si on est convaincu de l'existence des visites extraterrestres, il est essentiel d'aller s'alimenter auprès de sources beaucoup plus critiques, sinon voire des sources tout à fait sceptiques, pour pouvoir se faire un point de vue objectif de la situation. Mais si on est persuadé, par exemple, que les extraterrestres existent, puis on ne lit que des livres qui nous disent que les extraterrestres existent, évidemment, on continue de croire que les extraterrestres existent. On perd notre sens critique à faire ça. Donc, il faut s'alimenter à des sources, même si ces sources vont un peu à l'encontre de nos opinions personnelles, parce que c'est à travers ces sources différentes qu'on va pouvoir avoir une vue objective de la situation. J'ai expérimenté ça un peu, Christian. Je pense que je t'en avais parlé. J'avais fait une soirée pour le 1er avril. J'avais décidé de prendre ma co-animatrice puis en faire une victime parfaite pour un faux médium ou une fausse médium. Je m'étais préparé des semaines d'avance en disant à Laurence, j'ai besoin d'une médium, tel vendredi. Et elle, c'est elle qui a eu des médiums qui ont été soumis. Donc, j'ai envoyé des noms de médiums, mais c'était des personnes que j'avais choisies qui allaient dire non à Laurence, et il y a une personne qui allait dire oui à Laurence. Donc, c'est Laurence qui a invité cette fameuse médium-là ici. Et je me suis dit, si je réussis à prendre Laurence, je vais prendre tous mes auditeurs, Christian. Ouais. Quand la médium s'est pointée ici, j'avais préalablement choisi des auditeurs dont on entendait la voix très souvent sur les ondes de Radio X, en l'occurrence 2. Je les avais mis en attente. Laurence est allée chercher la médium en bas avec son invité. Pendant ce temps-là, j'ai appelé mes faux auditeurs qui appelaient pour se faire lire le futur et le passé par la fameuse médium. Il y avait déjà des questions établies d'avance. Mélissa, qui était avec nous, la fausse médium, connaissait les réponses à ces fameuses questions-là de nos faux auditeurs. Donc, Laurence, peu à peu, a embarqué là-dedans parce que Mélissa prenait des appels. Puis là, les personnes appelaient en disant, oui, c'est vrai, ma mère m'avait laissé mon cadeau avant de mourir exactement à cet endroit-là précis. Donc, Laurence a eu les yeux ronds comme des 30 sous. Et par la suite, ça a été mon tour à moi. Et tu comprendras que j'avais donné de l'information à Mélissa avant, la fausse médium. Et après ça, c'était au tour de Laurence. Et j'avais demandé aux parents de Laurence, ainsi qu'à la sœur de Laurence, de me sortir des trucs de Laurence quand elle était petite. Et c'est à ce moment-là, quand Laurence se posait diverses questions, puis là, Mélissa a dit, oui, ta grand-mère est avec nous, elle se souvient à son enterrement que t'étais à côté de la fontaine, puis tu chantais telle affaire. Et là, Laurence a commencé à avoir peur. Mais les auditeurs, Christian, par courriel, à ce moment-là, capotaient. Les lignes étaient en feu. Tout le monde était persuadé, du moins ceux qui ont communiqué avec moi au départ, là, tout le monde était persuadé qu'on avait véritablement affaire à une vraie médium. Et à la fin de tout ça, il y avait une conclusion où la médium s'attaquait à Laurence. C'était juste pour finir la soirée, là. Et Laurence a été prise, les auditeurs ont été prises, puis j'ai eu 3 réactions, Christian. La première, beaucoup de gens ont été choqués de cette soirée-là. C'était le 1er avril.
Oui. Ils n'ont pas réalisé, mais ils étaient choqués. La deuxième, il y a des gens qui ont cru à 100% et qui m'ont demandé le numéro de téléphone de cette fameuse médium-là. Et la troisième, c'est la réaction que j'aime bien gros, c'est la réaction un peu mitigée du départ. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui se prétend être médium. Il y a des gens qui appellent, mais on s'entend que c'est des réponses qui sont un peu floues. J'ai adoré cette soirée-là, mais je me suis rendu compte à quel point il y a des gens qui embarquent là-dedans, Christian, à 250 km/h. Ça me fait peur des fois. Oui, c'est un danger. Moi, je le vois. Bon, tu le sais, j'ai écrit un ouvrage sur les théories du complot. J'ai donné plusieurs conférences sur les théories du complot. D'ailleurs, parlant de conférences, j'en donnerai une le week-end prochain, là, samedi. J'en profite pour le dire. Samedi soir prochain, je serai à Québec pour présenter une conférence intitulée « Nos ancêtres, les extraterrestres », avec un gros point d'interrogation. Les gens qui voudraient en savoir davantage peuvent aller sur mon site, le www.christianpage.ca, pour avoir toutes les informations. Cela étant dit, comme tu sais, Yannick, j'ai donné moi-même beaucoup de conférences sur les théories du complot. Oui. Et ce qui me frappait, c'est que les partisans, et je dis pas qu'il n'y a pas de complot, là, on s'entend bien, là. Des complots, il y en a tous les jours. Les complots, lorsque deux membres d'un gang rival décident d'éliminer, par exemple, un revendeur un peu trop gourmand, c'est un complot. Lorsque deux hommes d'affaires ou deux politiciens décident de détourner des fonds de l'État pour envoyer ça dans un compte aux îles Caïmans, c'est un complot. Mais les théoriciens du complot ne sont pas intéressés par ces complots. Ça, c'est du petit complot diète. On veut pas ces complots-là. Ce qui intéresse les théoriciens du complot, c'est les super complots. C'est-à-dire que la Terre est plate, nous sommes pas allés sur la Lune, le World Trade Center est une mission qui était faite de l'intérieur, donc une opération de l'intérieur du gouvernement orchestrée par George Bush, ou bien encore que les gouvernements mondiaux participent à un épandage clandestin de produits chimiques à travers les fameux chemtrails. Et ce qui me frappe lorsque j'ai fait ces conférences, ou quand je donne ces conférences sur les théories du complot, et ça rejoint bien sûr l'émission de Wells, c'est de voir comment ces gens-là ne s'alimentent qu'à une seule source. Ils diabolisent toutes les autres sources. Dès qu'on leur dit, oui, mais vous savez, bon, par exemple, le World Trade Center, vous savez qu'il y a eu les rapports officiels. Non, ça c'est truqué. Il y a quand même tel autre rapport qui a été fait. Non, ça c'est truqué. Vous savez qu'il y a tel ou tel commentateur ou tel journaliste. Non, ça c'est truqué. Donc, on ne veut pas entendre parler de sources qui vont à l'encontre de nos propres croyances. Toute autre source est diabolisée. C'est ou bien tu dis comme moi ou tu es contre moi. Et ça, malheureusement, c'est le piège au niveau de l'information. Il faut absolument s'alimenter à plusieurs sources, lire plusieurs sources pour éviter de tomber dans le panneau, pour éviter de tomber dans le piège dans lequel sont tombés les quelques dizaines, sinon les quelques centaines d'auditeurs de l'émission de Wells qui ont cru que la Terre était envahie par les Martiens. OK. Hey, dernière question de la soirée, mon cher Christian. Oui. T'as 2 minutes, ça va être dur pour toi. Oui. Et si les extraterrestres nous ressemblaient? Oui, c'est amusant parce que bon, on a parlé de Martiens toute la soirée et durant la période, durant la chronique de Jean-François, il nous a parlé de ce film là, qui parle des extraterrestres qui nous ressemblent. J'ai fait une référence un peu au film de Villeneuve sur Contact. Et c'est amusant parce que ça, c'est souvent l'argument qui est présenté par les astrophysiciens pour discréditer les histoires de visites extraterrestres. Les gens qui disent avoir vu des extraterrestres, ces créatures avaient plus ou moins une forme humanoïde, ils nous ressemblaient. Nous ressemblaient, on s'entend là, sur la forme générale, 2 bras, 2 jambes, une tête, un tronc. Bien sûr, il y a des différences au niveau des yeux, les bras, mais tout ça, c'est des broutilles par rapport à la forme générale. Et ça, généralement, les astrophysiciens disent, peut-être parce qu'on manque d'imagination, parce qu'on peut s'entendre que sur d'autres planètes, les conditions qui fait, parce que les formes de vie ou la forme humanoïde que l'on a, beaucoup de scientifiques soutiennent que tout ça est dû à la sélection naturelle qui nous a amené éventuellement à évoluer et à prendre une forme humanoïde. Mais voilà qu'il y a un pavé dans la mare et il nous vient de Charles Cockwell, qui est un professeur d'astrobiologie de l'Université d'Édimbourg en Écosse. Et ce type vient de publier un ouvrage qui est sorti cette semaine, The Equation of Life, How Physics Shapes Evolution. L'équation de la vie, comment la physique va donner forme
forme à l'évolution. Et ce que soutient ce Charles Cockwell, qui, faut le dire, est très respecté par ses collègues dans le domaine de l'astrobiologie, ce qu'il soutient, c'est que les planètes où il y a des formes de vie, on le voit avec la découverte des exoplanètes, ce sont souvent des planètes qui ressemblent à la Terre, qui ont à peu près les dimensions de la Terre, qui ont à peu près les conditions climatiques de la Terre. Et dans ces circonstances, si la vie y apparaît, comme la physique est la même ici qu'ailleurs, il y a de fortes chances qu'éventuellement le modèle de l'évolution amène l'apparition de créatures humanoïdes. Donc, il ne faudrait pas trop se surprendre si on découvre que sur d'autres planètes, les créatures intelligentes qui les occupent, qui les habitent, sont des créatures qui, physiquement, ont peut-être 2 bras, 2 jambes, une tête et un tronc, comme les créatures que décrivent certains témoins qui ont été confrontés au phénomène des ovnis. Et ça, c'est un ouvrage très sérieux, encore une fois, je le rappelle, Charles Cockwell, professeur d'astrobiologie à l'Université d'Édimbourg, en Écosse. Christian, je te souhaite de passer un excellent week-end. Oui. On invite nos auditeurs sur la page Facebook Radio X-Files où on a mis, en fait, j'ai mis tout à l'heure, tu parlais du crash de l'Ellenbourg. Oui. C'est ça. Donc, je l'ai mis en vidéo. Dans quelques minutes, j'aurai l'occasion aussi de mettre le podcast de l'émission. Puis encore une fois, je te félicite, là. Je sais pas si je t'ai envoyé tous les téléchargements qu'il y a, mais c'est l'émission. Puis sans fausse prétention, je pense que c'est l'émission à la grandeur du Québec qui a été le plus téléchargée dans les 30 derniers jours. Je suis très heureux de voir que les gens nous suivent. Je te le cache pas, Yannick, que j'avais une petite crainte quand on a commencé cette émission, parce qu'on voulait pas faire dans le trop sensationnel. Exact. C'est lorsqu'on parle de phénomènes paranormaux, il est facile de glisser dans le sensationnel, et on voulait pas faire ça. On voulait avoir une approche plus critique, pas forcément dire que rien n'est vrai, mais d'essayer de faire preuve un peu de bon sens par rapport à tout ça. Et je suis très heureux, je le cache pas, on est rendu à la 8e, 9e émission, de voir que les gens nous suivent, les gens apprécient ce discours-là, puis c'est celui qu'on va tenir également pour les prochains mois. Donc, toutes les podcasts, on les met sur la page Facebook Radio X-Files. On vous invite à nous aimer. On aime ça, l'amour, hein, c'est ça? Oui, absolument. Je te souhaite de passer un beau week-end. Puis je rappelle que la semaine prochaine, tu es de passage à Québec, samedi soir prochain. Tu donnes ta conférence « Nos ancêtres, les extraterrestres » avec un point d'interrogation, bien entendu. Et pour les gens qui voudraient s'inscrire dès maintenant, ta page, à toi, christianpage.ca. Absolument. Un beau week-end à tout le monde. Toi aussi. Bon Halloween également, tout le monde. Bye bye. Radio X Files. Radio X.